Smart Bourse vous est présenté par Tikeo Capital. C'est reparti pour Smart Bourse, votre double dose quotidienne de marché en direct sur Bismart. Chaque jour à la mi-journée, 12h30, 13h. Et en fin d'après-midi, la grande édition pendant une heure en direct à partir de 17h, rediffusée à 20h sur Bismart TV. Émission à retrouver bien sûr en replay sur bismart.fr et en podcast sur l'ensemble de vos plateformes. Au sommaire de cette édition ce soir, l'idée d'un rebond, voire d'un petit rallye pour les actions européennes. Un rebond qui a commencé après la décision de la Banque centrale européenne jeudi dernier, rebond emmené notamment par le secteur bancaire, le secteur financier au sens large et qui se développe encore un peu plus aujourd'hui puisqu'on a une hausse de 2% et plus en cette fin de séance pour les indices européens. Vous aurez le détail de cette fin de journée pour les marchés européens dans un instant avec Alix Nguyen. Un rallye européen qui se fait sur fond de détente légère du dollar, bien sûr, le dollar qui a été la devise superstar de cette année 2022, atteignant des niveaux d'appréciation spectaculaires face à un ensemble de devises. Ce mouvement est arrêté pour l'instant, il reste spectaculaire bien sûr, mais le dollar ne progresse plus. On voit l'euro qui est remonté légèrement face à la devise américaine. Un rallye des actions européennes qui se fait également sur fond d'avancée de l'armée ukrainienne sur le terrain de la guerre, bien sûr, une contre-offensive qui est commentée déjà depuis 48 heures maintenant et qui semble continuer de se développer, et un rebond donc qui se fait également au moment où le prix du mégawattheure en Europe est retombé des plus hauts historiques qui ont pu être atteints ces derniers jours. Voilà donc pour la situation de marché qu'on commentera avec nos invités dans un instant. Et puis dans le dernier quart d'heure, chaque lundi, c'est désormais notre rendez-vous, notre quart d'heure américain avec notre correspondant américain Pierre-Yves Dugas qui sera avec nous en duplex à 17h45 à la veille de la statistique que tout le monde attend aux États-Unis, l'inflation pour le mois d'août. Les économistes attendent d'un mois sur l'autre une inflation globale qui pourrait baisser aux États-Unis pour le mois d'août. Mais d'abord, pour entamer cette édition, les infos clés de marché, comme chaque jour avec Alix Nguyen. Alix, effectivement, le rallye entamé il y a déjà quelques jours en Europe et à Paris notamment se développe encore un peu plus aujourd'hui. Oui, le soulagement est palpable à Paris comme à New York. Pour rappel, le CAC mettait vendredi dernier un terme à une série de 3 semaines de pertes consécutives. L'indice a terminé en rebond d'environ 1% sur la semaine. La hausse de taux historique de la BCE jeudi n'a pas troublé le marché. Elle a même entraîné un certain appétit pour les valeurs financières. Ces dernières restent d'ailleurs bien orientées puisque AXA, BNP Paribas, Crédit Agricole et Société Générale sont en nette progression. Et puis sur le front des devises, on ne parle pas d'un renversement de tendance, mais on note quand même que l'euro a arrêté de se déprécier face au dollar. Et ce, après avoir inscrit un plus bas de 20 ans mardi dernier. Le président de la Bundesbank, Joachim Nagel, s'est dit favorable à une poursuite du resserrement de la politique de la BCE. Plusieurs autres dirigeants de l'institution, dont Isabelle Schnabel, doivent prendre la parole cette semaine. Et puis, comme autre facteur de soutien, on trouve les récents succès des forces ukrainiennes dans la reconquête de certains territoires. Effectivement, l'euro-dollar qui est remonté à un plus haut de 3 semaines, pour vous dire effectivement qu'il ne faut pas remonter très loin en arrière pour retrouver ce niveau de parité à un peu plus de 1,01 au moment où on se parle. Et puis, ce sera le chiffre de la semaine, la dernière marque d'inflation aux États-Unis avant la prochaine réunion de la Fed. Exactement, il s'agira du dernier rapport avant la réunion du comité de politique monétaire de la Fed prévue la semaine prochaine. À noter que la Fed est entrée samedi en période de blackout. Autrement dit, ses membres ne peuvent plus s'exprimer publiquement avant l'annonce de la décision le 21 septembre. Et puis sur le front de l'énergie et du pétrole, plus particulièrement, il faut noter le baril de Brent qui remonte aujourd'hui. Alors que la France, le Royaume-Uni et l'Allemagne ont fait part samedi de leur sérieux doute quant à la volonté de l'Iran de restaurer l'accord sur le nucléaire. La perspective d'un retour du pétrole iranien sur le marché s'éloigne. Total Energy, Vallourec et CGG avancent dans le vert. Et puis à noter que le sidérurgiste ArcelorMittal est en forte hausse. Le stock 600 des ressources de base aussi. Tendance, mon ami, 2 fois par jour, les infos clés de marché à 12h30 et 17h en direct avec Alix Nguyen dans Smart Bourse sur Bismart.
3 invités avec nous chaque soir pour décrypter les mouvements de la planète marché. Mabrouk Chetouane est avec nous ce soir, le responsable de la stratégie de marchés globaux de Natixis IM. Bonsoir Mabrouk. Bonsoir. Merci d'être là. Merci Alain Pitous d'être avec nous également ce soir. Bonsoir Alain. Bonsoir. Vous êtes Senior Advisor ESG et Edmund Ching avec nous également en plateau. Bonsoir Edmund. Bonsoir. Vous êtes le directeur monde des investissements de BNP Paribas Wealth Management. Que se passe-t-il depuis 3 séances sur les actions européennes, notamment? Je vous vois déjà faire la moue, Edmund, mais il y a quand même l'idée d'un petit retour de prise de risque sur nos indices en Europe. Un tout petit peu, mais il ne faut pas exagérer non plus. Les marchés cette année, les marchés actions ont quand même bien souffert jusqu'à ce moment. En plus, le mois de septembre est souvent un mois difficile pour les marchés actions d'un point de vue d'effet saisonnel, donc le saisonnalité reste quand même négatif tout le long du mois de septembre. Donc, normalement, on attend une vraie reprise des marchés actions à partir du mois d'octobre qui peut durer jusqu'au mois d'avril prochain. Ça, c'est normal. Ça, c'est la saisonnalité historique classique. Oui, oui. Donc, peut-être on anticipe un peu, mais bon... C'est difficile à dire parce que si on regarde les vraies tendances des indices, on peut pas dire en Europe qu'on a cassé les tendances baissières qui existent toujours pour les marchés, pour les indices principaux en Europe. Ce n'est pas le cas. Peut-être en quelques jours, oui, mais pour l'instant, ce n'est pas évident. Il n'y a rien de nouveau dans l'actualité qui viendrait, soutenir un peu fondamentalement cette reprise de risque qu'on voit. Le dollar se détend un petit peu, l'armée ukrainienne semble marquer des avancées peut-être significatives sur le terrain, sur le front de la guerre en Ukraine. Le prix du mégawattheure est un peu retombé, puisque c'est quand même des sujets sur lesquels le marché reste très sensible aujourd'hui. Je pense que c'est ça. Les coûts énergétiques restent le point le plus important pour l'économie européenne et aussi pour les marchés européens en ce moment. Il faut vraiment que le prix du gaz et bien sûr aussi le prix de l'électricité baissent encore, parce qu'à ce niveau-là, on reste quand même 4 à 5 fois plus cher que la moyenne historique aujourd'hui. Donc l'hiver nous coûter très très cher en ce moment. Même si c'est un hiver plutôt doux, on espère, on croise les doigts, mais bon, c'est pas une vraie stratégie. Non. Ouais. Il faut faire baisser les prix de gaz et d'électricité. Et donc je pense qu'entre l'Union européenne, mais aussi chaque pays individuel, on commence à voir des mesures mises en place par les politiciens pour faire face à ces prix élevés, pour effectivement baisser les prix et baisser l'impact sur les foyers, enfin. Et justement, ce que l'Union européenne, la Commission européenne essaye de mettre en place au niveau européen, au-delà des politiques nationales, est-ce qu'il y a le début de quelque chose d'encourageant sur une politique énergétique de crise, j'entends, on parlera peut-être de la manière stratégique plus tard, mais sur la gestion de crise, est-ce qu'il y a quelque chose, l'embryon de quelque chose d'encourageant au niveau européen? Oui, je pense que oui. Que oui, parce qu'enfin, on va souffrir à court terme à cause des prix, les prix énergétiques élevés, bien sûr, et encore plus au Royaume-Uni. Ah oui. Où là, il n'y a vraiment pas de cap sur les prix. Ouais. Donc là, c'est sûr que les foyers vont souffrir, même si maintenant Liz Truss, le nouveau Premier ministre, a quand même mis en place des mesures pour alléger l'impact sur les foyers. On parle d'un package de 150 milliards de livres. Non, mais voilà, pour donner un peu la mesure des chiffres qu'on manie pour accommoder la facture énergétique aujourd'hui. Je trouve que c'est le chiffre monumental à la fois, mais deuxième chose, on ne sait pas le vrai prix. Parce que considérons que les prix énergétiques remontent encore, la facture va monter encore avec. Donc la facture est inconnue pour l'instant. Et c'est ça qui m'inquiète le plus. Pour les Anglais, c'est quoi la facture finale? Aucune idée pour l'instant. Ouais, c'est-à-dire que c'est vraiment une stratégie de fuite en avant d'une certaine manière pour l'instant. Tant qu'on n'a pas une idée précise de où seront les prix du gaz et de l'électricité dans un mois, dans 2 mois, dans 3 mois, c'est la fuite en avant. Voilà. Ouais. La seule bonne nouvelle pour moi, c'est que si on regarde les importations de GNL, surtout des États-Unis, ça monte toujours en puissance et ça va monter en puissance pendant les prochains mois. Donc même si on ressort bien sûr moins de flux de gaz de la part de la Russie, on va recevoir quand même plus de gaz par le GNL, par les exportations de GNL des États-Unis vers l'Europe d'ici la fin de l'année, qui peut-être va nous aider un peu. Ouais. Alain, dans le pessimisme ambiant, on ne va pas se cacher quand même, parce que la liste des mauvaises nouvelles s'allonge au fur et à mesure que l'année 2022 avance. Est-ce qu'il y a des éléments quand même qui permettent de se raccrocher à quelque chose d'un peu encourageant
Je parle notamment de la situation européenne. On distinguera peut-être la situation américaine, mais sur l'Europe qui reste quand même le maillon faible du puzzle mondial aujourd'hui. Si on regarde la dernière séquence depuis quelques mois, c'est une succession de mauvaises nouvelles. De quelques angles qu'on regarde, l'économie, les marchés, les potentiels de résultats, c'était une succession de mauvaises nouvelles donc, qui expliquait cette baisse des marchés. Même si les résultats des entreprises avaient tenu, mais bon, malgré tout, tout le reste était tellement mauvais qu'on avait cette baisse des marchés. Donc on s'est retrouvé comme ça, on a eu un rebond qui pouvait être un rebond technique cet été, très rapide, avec peu de volume en fait, donc assez peu significatif. Et sans grand changement, il n'y avait vraiment aucun changement fondamental. Là, la seule chose qu'on peut dire, qui est un véritable marqueur, moi je trouve que si je devais essayer de trouver une raison à cette reprise un petit peu là depuis quelques jours, c'est donc cette hausse des taux de la BCE, parce qu'il y avait un flou artistique sur l'inflation et la croissance. Donc là maintenant, on a enlevé un flou. On a enlevé le flou sur l'inflation. On a l'impression, alors après c'est peut-être qu'une impression et ça sera peut-être démenti, et c'est peut-être pour ça aussi qu'il faut peut-être être un peu prudent sur ce qui peut se passer, c'est que la BCE a décidé de taper sur l'inflation pour arrêter ce cycle inflationniste qui crée trop de troubles avec inflation plus récession potentielle. Là, on n'a plus maintenant qu'une problématique de récession, entre guillemets, sachant que les entreprises, si on regarde les acteurs boursiers, ils savent que les entreprises vont s'adapter extrêmement vite. Elles l'ont toujours fait, elles vont encore le faire. Il y aura peut-être une baisse des résultats normale, mais du coup, c'est le premier changement. Ouais. On se disait il fallait attendre que la hausse des taux américains s'arrête pour que le dollar se calme. Et en fait, c'est peut-être le petit driver qu'on a sur la zone euro, c'est cette politique de la BCE. Donc, au moins, la BCE a choisi son combat. Elle a choisi sa bataille. Voilà, on peut en discuter, en débattre, mais on n'essaye plus de ménager la chèvre et le chou et de prendre des demi-mesures ou des demi-décisions. C'est ça. C'est-à-dire qu'en fait, c'est une incertitude qui s'en va. Et on arrive à cette incertitude à un moment donné où tous les indicateurs techniques de marché sont extrêmement baissiers. C'est-à-dire les ratios des investisseurs haussiers sur baissier, les calls versus les puts, etc. On était quand même sur des niveaux techniques de survente dans ce cas-là, et de surachat sur le dollar, avec par exemple. Une hémorragie du point de vue de la décollecte pour les actions européennes qui ne s'arrête pas. Ouais, alors ça, j'ai du mal à... parce qu'en fait, il y a des fois, il y a des flux et puis les marchés baissent, et des moments où les marchés montent. Donc, là, sur plusieurs mois, on est quand même plutôt sur l'idée qu'il y a de moins en moins de gens qui investissent en Europe. Oui, mais bon, ça fait aussi moins de vendeurs. Quoi. Oui, c'est la même chose. C'est ça. C'est-à-dire qu'à un moment donné, si on doit reprendre des positions, c'est comme ça. Donc je pense que c'est Alors, c'est pas suffisant pour dire qu'on va finir l'année en fanfare. Malgré tout, ça fait déjà quelque chose en moins de se dire la BCE, ils sont vraiment en retard, ils sont en retard. Bon, là, ils rattrapent un peu leur retard à coût de 75 centimes. Bon, si les autres continuent de monter de 75, ça fera une petite course à l'échalote comme ça. Mais voilà, c'est le premier gros changement. Après, sur l'énergie, je partage ce qui vient d'être dit, mais je pense que le problème qu'on a sur l'énergie, à mon avis, l'inquiétude qu'il faut avoir sur l'énergie, c'est un problème d'approvisionnement, en fait. C'est-à-dire que c'est plus tellement un problème de prix. Non. Je vous invite à aller sur le site RTE et faites vos petites simulations. C'est terrible. C'est-à-dire qu'en fait, si vous regardez très rapidement, je vais essayer de faire très vite, si vous comparez l'été 2022 avec l'été 2018, on est à peu près sur les mêmes demandes d'énergie. On a la même demande. Simplement, on est à 70% de fourniture par le nucléaire et on exporte en France. Je parle de la France. En 2022, on est à moitié seulement sur le nucléaire et on importe. Bien sûr. Et donc, imaginons que ce soit le maximum de capacité. Il nous faut 80 000 mégawatts un hiver normal, sans parler de tension. Donc, on se retrouve vraiment... Il y a un sujet, et j'entendais des industriels qui disent que le problème, c'est que si on arrête des chaînes de production, ne serait-ce que quelques heures, parfois, ça vous met en décalage sur plusieurs semaines, voire plusieurs mois. Donc, la problématique, elle est là, elle est le prix. Et puis, comme disait Edmond, le problème, c'est quand vous ouvrez le robinet à subvention pour l'énergie, comment vous arrêtez ? Vous arrêtez les particuliers et les petites entreprises et les entreprises moyennes et les grandes entreprises. Enfin, tout le monde va tendre la sébille et on est sur des dizaines de milliards. Donc, là va se reposer le problème politique avec la BCE. Donc, on est effectivement, il y a eu un petit marqueur positif. Malgré tout, les incertitudes sont quand même toujours là. Donc, on ne va pas s'emballer. Petite parenthèse enchantée, un petit soulagement. Mais on va l'apprendre, on l'apprend. Ah bah bien sûr, on va pas se priver d'un peu d'oxygène, exactement, on va dire, sur les marchés européens. Qu'est-ce qui vous intéresse dans la situation européenne ? Moi, je repars de l'idée de la Banque Centrale Européenne et de cette jumbo hike, la hausse de taux de 75 points de base délivrée la semaine dernière. Et c'est vrai que
la reprise du marché, notamment du secteur bancaire, a coïncidé avec cette annonce de la Banque Centrale Européenne. Est-ce que d'une certaine manière, les investisseurs, actions notamment, sont soulagés de voir la BCE capable d'agir de cette manière, Mabrouk? Alors, je rejoins ce que disait Alain, effectivement, sur le côté, on a un peu plus de clarté, enfin, on voit un peu plus où iront les banques centrales. Et donc, effectivement, on sait que les marchés financiers n'aiment pas l'incertitude, n'aiment pas, effectivement, lorsque l'horizon est assez flou et on ne sait pas où est-ce qu'on va. Cela dit, moi, ce que je ne comprends pas, c'est à quel moment la BCE n'a pas été claire depuis juillet. C'est-à-dire qu'en gros, juillet, 50 centimes de hausse de taux, première surprise. Très bien, bon, on y va un peu plus fort que d'habitude. Jackson Hole, fin août. Alors là, si véritablement on ne comprend pas le message des banquiers centraux, c'est qu'on a il faut arrêter ce métier. Donc, à un moment donné, on a une... Je crois qu'en 8 minutes 30, Jérôme Powell, je pense qu'il n'a jamais été aussi clair et direct de toute sa vie, le banquier central. Le plus court, higher for longer, donc c'est très clair. Ouais. Isabelle Schnabel, c'était pas mieux. Donc, globalement, ils sont tous arrivés avec leurs fusils et ils ont tiré à bout portant. Bon, les hausses des taux sont devant nous. On a fait seulement une partie du chemin, une toute petite partie du chemin côté Banque Centrale Européenne. On est un peu plus avancé finalement côté Fed. Et moi, ce que je crains par ailleurs, c'est une espèce de remake en quelque sorte de ce qu'on a vu cet été. Cet été, une espèce d'incompréhension finalement, donc certes sur des volumes assez faibles, au fond sur le fait que la BCE ou même la Fed pourrait faire un pivot avant la fin de l'année. Bon, pivot qui étant bien sûr encore une fois un plan sur la comète, puisque encore une fois avec une inflation dont on sait par ailleurs que le pic est devant nous en Europe, donc les prix de l'énergie vont continuer à monter. Là, je vous invite à regarder les projections qui ont été utilisées par la Banque Centrale Européenne, qui ont été communiquées la semaine dernière, sur leurs projections sur le prix du gaz et les prix d'électricité. C'est plus 78% pour 2023 en moyenne par rapport à 2022. Bon, partant de ce principe-là, effectivement, ça va forcément mal se passer. On le sait. Donc, et ça, c'est dans le scénario central de la BCE. Donc, à un moment donné, on se dit, OK, il y a beaucoup plus de taux qui sont en face de nous. Et au fond, le pire, c'est que le marché, je crois qu'il a tendance, encore une fois, sous-estimer, à refaire la même erreur finalement que celle qu'on a observée sur le mois de juillet, à sous-estimer la capacité des banques centrales à remonter leurs taux beaucoup plus agressivement qu'on ne le croit. Il n'est pas impossible de voir effectivement la Fed comme la BCE, d'ici la fin de l'année, aller au-delà de 4 pour les États-Unis, au-delà de 2 effectivement pour l'Europe, et continuer leur hausse de taux en 2023. Malgré effectivement les risques de récession, malgré effectivement les risques de contraction de l'activité. Mais on voit bien qu'aujourd'hui, on a quand même une situation macroéconomique qui n'est pas si épouvantable que ça, puisqu'on a quand même, de part et d'autre de l'Atlantique, des marchés du travail qui tiennent. Ouais. Et c'est ça, en fait, la grande caractéristique, finalement. Alors, on peut discuter le taux de participation qui remonte légèrement, mais qui est relativement faible. Il y a d'autres problèmes structurels, effectivement, en Europe qui ne sont pas traités, effectivement. Mais on a quand même, malgré tout, un marché du travail qui continue à donner de l'emploi et donc à donner du revenu. Certes, qui baisse en termes réels, mais qui continue. Et donc, in fine, de ce point de vue-là, les banques centrales, elles font preuve d'aucune pitié, finalement. Donc, elles continuent à remonter leur taux parce qu'il le faut impérativement. Sans quoi, effectivement, on rentre dans une situation où on a un désancrage des anticipations d'inflation et on a un problème par ailleurs, c'est que comment on construit un plan de consommation ou un plan d'investissement sur la base effectivement de prix stables, d'un univers stable. Et si effectivement les prix ne font que monter, c'est compliqué. Par ailleurs, la question énergétique, elle est fondamentale, notamment pour des pays comme l'Allemagne, qui a bâti effectivement tout son système, finalement tout son système de croissance et de compétitivité sur une énergie, on le disait, abondante et peu chère. Le problème, c'est qu'elle est non seulement chère et rare. Donc là, effectivement, on a des problèmes structurels qui sont en face de nous. Et on l'a répété à plusieurs reprises, même sur ce plateau, l'Europe se construit dos au mur. Donc effectivement, c'est à chaque fois qu'on a une crise majeure qu'il va falloir trouver des solutions. On voit effectivement le nombre de constructions de ports méthaniers, en Allemagne, 33 pour l'an prochain. Enfin, c'est des chiffres qui sont absolument démentiels. La Grèce va également en construire une palanquée. Donc du coup, là, on a une fonction de réaction positive. Mais il va falloir passer par la case. Oui, il y a un intervalle à gérer. Voilà, il y a un intervalle à gérer qui va être extrêmement complexe. Je suis tout à fait d'accord. La stratégie climatique, bon, là, on ne va pas y aller parce que franchement, parier sur un hiver doux, moi, j'y vais pas. Et honnêtement, il va falloir, à un moment donné, mettre en face une politique budgétaire encore une fois expansionniste. Et là, on retombe effectivement sur le même travers qu'on a observé par le passé en Europe. On a à la fois une politique monétaire qui va être restrictive, une politique monétaire budgétaire qui va être expansionniste, un grand écart de policy mix. Comment on fait ? Et ça donne quoi à l'arrivée, ça ? À l'arrivée, ça donne effectivement des problématiques sur soit le souverain, effectivement, un stress souverain. Et là, on voit bien que la BCE a quelque part essayé d'anticiper. Donc, elle apprend effectivement de ses erreurs avec le fameux TPI, donc, qui est un instrument qui, je trouve, jusqu'à présent, quand on regarde effectivement le stress qu'il y a sur les taux allemands versus taux italiens, finalement, on voit bien que
la menace, entre guillemets, d'utiliser ce TPI fonctionne. La BCE aide un peu avec les réinvestissements, mais vous dites qu'il y a quand même une crédibilité solide sur l'idée que la BCE ne laissera pas des écartements de spread trop importants mettre en péril. Intolérable pour la BCE. Le coût de la dette souveraine a été profond, a été difficile effectivement pour les peuples et pour les États. Donc la BCE a parfaitement compris que ça coûte moins cher d'intervenir que de laisser filer la situation. Très clair. Je reviens quand même sur l'idée du pivot des banques centrales. Ça a été le grand thème de l'été. Alors il faut peut-être parler de la Fed en premier lieu, qui est plus avancée que la BCE dans son cycle de resserrement monétaire. Cette idée du pivot, elle n'est pas totalement illégitime quand même, Edmund. On peut discuter du timing, mais à un moment, la Fed va quand même bien commencer à ralentir ou signaler qu'elle approche de la fin de son cycle de resserrement monétaire. Pour moi, si on regarde les sous-composants de l'inflation aux États-Unis aujourd'hui, il y en a beaucoup qui sont en baisse. Le seul problème. Mais on va le voir demain. Le chiffre va être éclatant. L'inflation globale va baisser sur un mois aux États-Unis depuis, pour la première fois depuis la crise. Mais il y a un problème, c'est que le seul vrai composant que regarde la Réserve fédérale aujourd'hui, à mon avis, c'est le marché d'emploi. Et le marché d'emploi reste trop solide. Le taux de participation, par exemple, aux États-Unis, pour les jeunes entre 20 et 24 ans, reste déprimé. Donc il faut que les jeunes reviennent au marché du travail. Pour l'instant, ce n'est pas le cas. Mais si on regarde entre 25 ans et 55 ans, les gens travaillent comme avant Covid. Même niveau. Donc, le même niveau de taux de participation. Le problème, il manque les vieux qui ne vont pas revenir, à mon avis, parce qu'ils disent non, je prends leur retraite anticipée, je ne reviens pas. Mais le deuxième problème, le vrai problème, maintenant, il faut encourager les jeunes qui ont moins de 25 ans à rentrer dans le marché du travail, commencer à bosser. C'est ça le problème pour les États-Unis aujourd'hui. Comment vous expliquez ce mystère du marché du travail? Alors sur le dernier rapport du travail américain, on a vu la participation globale remonter légèrement, le taux de chômage remonter, pas de nouvelle accélération des salaires. Comment vous expliquez effectivement ce mystère du marché du travail? Pourquoi est-ce qu'il y a des gens qui aujourd'hui sont en dehors, ne reviennent pas? Parce que les gens qui peut-être ils ont plus de 55 ans, peut-être ils ont gagné les moyens nécessaires entre le marché immobilier et les autres marchés financiers, de dire ok, j'en ai assez. Ça c'est de la force de travail qui reviendra peut-être pas. Voilà. Mais cela dit, pour les jeunes en dessous de 25 ans, je pense qu'il y a une autre problématique, c'est que pendant Covid 2020-2021, ils ont dit le marché emploi c'est tellement compliqué, moi je vais rester, je vais me former encore plus, je vais rester à l'université, je vais faire un master, un truc de plus. Donc, je vais rester plutôt côté éducation et pas dans le marché du travail. Donc, il faut maintenant qu'il termine et aller au marché du travail. Peut-être c'est simplement un petit effet de décalage et ça va arriver dans les prochains mois. C'est ça que j'espère en tout cas. Ouais. Et donc, pour revenir à l'idée du pivot de la Fed, 75 points de base encore pour le 21 septembre, ça semble un done deal. Est-ce qu'après, on peut imaginer quand même que la Fed change un petit peu de braquet? Non, c'est un pari trop risqué? À mon avis, pas tout de suite. Peut-être ils vont dire on regarde les indicateurs comme d'abord, mais ce qui est quand même intéressant à mon avis, c'est si on regarde les marchés obligataires aux États-Unis, le pricing est quand même dans un an que le taux d'inflation revient vers 2 et 2,5%. Oui. Dans un an. Oui. Et c'est ça qui presse le marché obligataire aujourd'hui. OK. Peut-être ils seront optimistes. Mais normalement, c'est bizarre parce que les acteurs dans les marchés obligataires ne sont pas du tout de nature des optimistes. Donc, ça, j'ai du mal à comprendre ce qui se passe en ce moment. Ouais. Plutôt des gens qui voient le risque avant tout, les obligataires. Et donc, s'ils estiment qu'il y a une chance que l'inflation puisse revenir à 2%, c'est qu'ils ont quand même calibré un petit peu leur sujet. Alain, sur l'idée d'un pivot de la Fed qui anime beaucoup de discussions toujours. Oui. Alors, moi, je dirais que la tendance inflationniste a poussé les grandes zones, les grands États à changer leur façon de penser sur la devise. C'est-à-dire que pendant très longtemps, on a été sur baisser la devise, ça permettait d'avoir un peu de supplément d'activité en réalité, d'une manière ou d'une autre, ce qui ne reflétait pas la qualité des fondamentaux de l'économie du pays en question. Et cette inflation qui a l'air de s'installer
une manière de lutter pour éviter de monter trop les taux, c'est d'essayer de faire monter sa devise, quoi. Donc, et le plus gros, ceux qui sont le plus à même de faire ça et qui vont installer ça, c'est les Américains qui ont fait ça complètement. Donc, ce qui génère un changement complet de notre façon de penser, hein. C'est-à-dire que pendant très longtemps, on a été en zone euro, on se disait il faut que l'euro soit plus bas, machin, etc. Et là, on est en train de gentiment switcher. Les États-Unis, pareil, ils sont en train de monter ils ont laissé quand même filer la devise de manière extrêmement importante. Donc on se retrouve avec quelques zones qui ne jouent pas ça. Quelques endroits qui jouent pas ça, les Chinois jouent pas ça, Japon, clairement. Le Japon, enfin, ils sont en train de se faire tordre le bras. Ça va, c'est quand même, pour moi, s'il y a quelques risques comme ça, il y a des trucs. Alors je dis pas que ça va arriver, je dis pas que c'est absolument quelque chose qui va faire exploser les marchés, mais il y a l'immobilier américain, quand même un truc. Les données sont quand même pas terribles depuis quelques temps. Et puis il y a cette espèce de bombe thermonucléaire des marchés, des positions prises sur le yen qui sont monstrueuses. C'est-à-dire la Bolge peut craquer. La Bank of Japan peut craquer à un moment. Si vous voulez, dans le genre de switch, la semaine dernière, on a la BCE et on a aussi la Banque du Japon qui commence à dire vous savez, c'est un peu à la japonaise, on touche le 2,6% d'inflation, le yen à 140. Voilà, c'est ça. On va peut-être arrêter à un moment donné, quoi. Et non, mais enfin, je plaisante, mais il faut voir les positions qui sont prises sur ces parités. Donc, on a également ce qui se passe sur la livre. Donc, vous voyez, on a quand même un ensemble de données, et puis je ne parle même pas des données des pays émergents, parce que là c'est juste une catastrophe complète, c'est-à-dire qu'eux ils sont dans une situation qui est catastrophique, c'est-à-dire qu'en fait leur devise a baissé, je parle pas tous les pays émergents bien sûr, non pas tous les pays émergents, mais il y a quand même un paquet de pays émergents non fournisseurs de matières premières qui souffrent énormément de cette situation, avec une situation de la dette qui est ingérable, ils ne peuvent plus se réendetter, etc. Et ça permet aussi, c'est aussi une des manières aussi, je pense, une des explications pour lesquelles il y a un rebond en ce moment. C'est-à-dire qu'en fait, outre le côté psychologique, je pense que si on regarde les marchés de taux, qui sont quand même ça illustre là où sont les leviers et les grosses prises de risque. Le rallye, il n'a pas tellement eu lieu cet été. Le high yield est resté quand même sur des niveaux assez élevés. La dette émergente aussi. Les souverains ont un peu baissé, mais c'était quand même pas massif. Et donc, on a ce côté un peu sécurisation. Et donc, en fait, le seul endroit où on peut reprendre des risques, c'est les actions, quoi. Et c'est comme ça que ça a commencé. Donc voilà, c'est un peu plus un feeling qu'autre chose. Mais vous voyez, c'est cette mécanique, hausse des devises, tentation de faire monter sa devise, et puis une situation extrêmement dégradée qui fait que, qu'est-ce que vous voulez regarder ? Vous regardez US et euro, quoi. C'est les pays qui remontent en termes sur les equity, parce que le reste, c'est quand même difficile. Voilà, en 2 mots. Donc c'est ça. Après avoir cherché des années à faire baisser l'euro, par exemple, maintenant la stratégie, c'est essayer d'avoir un euro fort. Mais vous savez, on rigole avec le monde d'après. C'est un truc qui revient souvent. Et le monde d'après, il revient aussi sur des trucs plus logiques. C'est-à-dire que vous avez un pays qui a des fondamentaux, sa devise est plus forte qu'un pays qui est sous stress, qui produit rien et qui a une structure complètement désorganisée, ou alors qui a une politique sur sa banque centrale qui va pas. Turquie, Chine, Russie, il y a un problème, quoi. Et les problèmes de gouvernance. Écoutez-moi bien. Donc, bien sûr, le G de SG, ça marche aussi pour les devises. Ça marche pour les souverains. Ah oui, ça finit toujours mal. Ça, alors là, les ajustements qu'on observe sont assez cohérents avec la situation fondamentale. Ça revient. Pour vous. On n'était plus habitués, quoi. Sur le pivot, il y a juste un point. L'inflation a déjà commencé à baisser le mois dernier aux États-Unis. Oui. Donc mais alors attention. C'est-à-dire qu'en gros, le diable se cache dans les détails, comme d'habitude. C'est l'inflation totale. Ça, c'est attendu. L'inflation va baisser aux États-Unis. Elle va même baisser à tel point finalement que le risque est de voir effectivement l'inflation totale passer sous le sous-jacent. Et ça, effectivement, c'est problématique parce que ça veut dire que la Fed va pas s'arrêter. Donc encore une fois, le sous-jacent, c'est ce qui compte. Alors. Jérôme Powell nous a fait une petite volte-face à un moment donné. Il nous a dit finalement, non, on regarde le total. Oui. Ok, d'accord. Oui, mais c'est quand même majeur. On regarde le prix à la pompe, quoi. Oui, on regarde le total, on regarde l'inflation totale, etc. Alors l'inflation réalisée, on n'essaie pas de se projeter, on regarde ce qui se passe au moment. Ça, il y a beaucoup de spécialistes de la théorie monétaire qui expliquent que de toute façon, ça ne sert à rien de regarder les mesures d'anticipation, etc. Il faut regarder le print d'inflation, ce qui sort et ce qui est concrètement réalisé. Le reste, c'est un peu du folklore. On ne fait pas de politique monétaire en étant forward-looking. On va d'abord regarder ce qui se passe, d'accord ? Regarder en fait les composantes, et puis ensuite on verra. Donc, quand on regarde le sous-jacent aujourd'hui, il est stable. Le sous-jacent ne bouge pas. En gros, il est toujours à 5,9. 5,9, c'est beaucoup, d'accord ? Donc à un niveau que la Fed juge intolérable. Bon, donc effectivement, sur le pivot, attention, finalement, si demain on a
une inflation totale qui baisse, ce qui est attendu et ce qui devrait effectivement se produire, mais un sous-jacent, lui, qui, par le truchement du hasard, finalement reste stable, voire même monte, parce que c'est pas impossible non plus, sous le poids de l'immobilier résidentiel qui lague effectivement et qui continue effectivement de peser à la hausse sur l'indice des prix à la consommation sous-jacent aux États-Unis, ça, attention, le stance de la politique monétaire ne va pas changer. Sur la partie change, effectivement, c'est hyper intéressant de voir qu'aujourd'hui, on a cette course à l'échalote. On ne peut plus se permettre de voir la devise se déprécier. Pourquoi ? Puisque le coût d'importation, le coût de la facture énergétique, lui, augmente. Et pour l'Europe, c'est intolérable. Pour le UK, pour le Royaume-Uni, pardon, même s'ils produisent de l'énergie, il y a une partie effectivement importée de leur inflation qui est tout à fait substantielle. Et donc maintenant, on ne peut plus avoir des banques centrales qui laguent la Fed. Donc en gros, si la Fed décide de faire 75 centimes, eh ben les autres feront pareil. Ah oui. Si la Fed décide de faire 75 points de base, effectivement, fin octobre, début novembre pour son prochain FOMC, la BCE suivra. N'a pas le choix. C'est-à-dire qu'en gros, il faut maintenant, entre guillemets, limiter toutes les sources d'importation de l'inflation. Ouais. Et le change en fait partie, malheureusement. Donc on va avoir aujourd'hui une espèce de course qui va être assez forte sur les devises. Alors, la Banque du Japon, effectivement, le cas du yen est absolument, c'est un cas d'école. On ne sait pas comment ils vont pouvoir tenir cette parité. Donc, tout le monde parie, effectivement, qu'à un moment donné, ça va lâcher. On ne sait pas comment ils vont faire. Le yen n'a jamais été aussi bas depuis plus de 20 ans. Oui, c'est ça, oui, 20 ans. Et donc, là, cette position est intenable. La Chine, effectivement, est dans une situation aussi compliquée. On parlait, effectivement, de l'immobilier. L'immobilier chinois, c'est un des facteurs structurels qui va peser sur l'économie. Alors, la Chine, ils ont des réserves. Ils peuvent défendre leur devise quand ils le veulent, quand ils le souhaitent, etc. C'est pas une difficulté. Mais à force de piocher dans la réserve, on a un mauvais signal également sur les marchés. Et la devise sera attaquée comme en 2015, par exemple. On a eu des difficultés. Ils ne peuvent pas se permettre de monter, de casser l'activité. Mais pour faire remonter la devise. Oui, c'est ça. Donc, il n'y a plus d'activité. Pareil, moi je trouve qu'ils sont assez coincés. Hein, quand même. Et la Chine, le policy mix ne marche pas parce que de toute façon, ils ne veulent pas orchestrer de politique monétaire. La politique budgétaire est assez faiblarde au regard finalement de ce qui se passe. Donc, on a véritablement, encore une fois, un cosme. Je ne veux pas non plus paraître pour l'oiseau de mauvais augure, mais quand on voit franchement les choses devant nous, c'est quand même mal engagé. Et donc là, le rebond finalement technique des marchés me semble finalement un peu... hasardeux. Non, pas hasardeux, mais... Non, c'est la vie des marchés, c'est la vie quotidienne des marchés. L'autre point, l'autre argument, les marchés de taux, effectivement, on dit régulièrement que les marchés de taux ne se trompent pas. Quand on regarde effectivement, on peut, par rapport, mais quand on regarde ce qui se passe, donc là les taux sont relativement stables en fait. 3,30 sur le taux américain, 1,65 sur le 10 ans allemand, les marchés actions montent, alors que les marchés obligataires, eux, effectivement, les taux ne baissent pas. Il y a quand même une anomalie à un moment donné quelque part. Donc soit effectivement il y a un repricing qui me semble effectivement peut-être un peu exagéré, donc attention, et donc on estime que de toute façon il faut rester prudent, ne pas acheter entre guillemets la fausse nouvelle, la fausse bonne nouvelle, un point ne constitue pas une tendance. Oui, c'est ça, et donc le signal de marché depuis 2-3 jours, c'est pas un signal que vous avez envie d'extrapoler aujourd'hui dans une stratégie. Pas sur 2 observations. Non, oui, c'est ça. Sur l'immobilier américain, oui, c'est un point quand même intéressant, parce que ça a commencé à refroidir, à baisser, ça va continuer sans doute. Est-ce que c'est un sujet de risque important ? La dernière grande crise financière qu'on a connue venait de l'immobilier américain. Non, je pense qu'on n'est pas dans une situation comme 2006. Donc il faut dire ça. Si on regarde par exemple les scores FICO, effectivement pour les emprunteurs d'argent pour acheter une maison, les niveaux sont quand même très élevé par rapport au 2006. Effectivement, par contre, les banques américaines donnaient de l'argent à n'importe qui, sans épreuve. C'était n'importe quoi. Subprime, c'est ça. Vous êtes sous les catégories prime et on vous prête quand même à plein régime. On vous prête quand même. On cochait 3 cases sur un formulaire et on avait son emprunt. Et c'est plus le cas aujourd'hui. Donc ça, c'est la bonne nouvelle. La mauvaise nouvelle, c'est bien sûr le taux d'intérêt long terme était super bas, partout dans le monde. Et maintenant, ça remonte, le coût de financement pour acheter une maison remonte avec, et aux États-Unis, de beaucoup. Oui. Et pas seulement aux États-Unis, au Canada, Australie, la Scandinavie, le Royaume-Uni, plein de pays. On observe effectivement le même effet. Donc évidemment, les marchés immobiliers résidentiels, évidemment, et sous pression. Dans ce pays, ça commence que lentement, mais la pression va rester en place depuis un bon moment, et je pense que 2023 va être une année difficile pour plein de marchés immobiliers résidentiels partout dans le monde. Peut-être moins la France, mais même en France, les prix vont baisser un peu quand même. Mais peut-être moins que dans les autres pays.
je reste sur cette idée de pivot quand même, parce que quand on décrit ces mouvements-là, et c'est ce qui est intéressant, c'est surtout l'inertie qu'il y a dans le marché immobilier, par exemple, qui reflète bien effectivement les effets de décalage, de lag dans le temps, quand on annonce une hausse de taux, et le moment où on voit les effets de la hausse de taux dans l'économie réelle. Quand on met quand même bout à bout ce qu'a fait la Fed depuis le mois de mars, je crois, première hausse de taux était en mars, avec des mouvements de 75 points de base cumulés, avec une gestion du bilan, on est en phase de QT, Quantitative Tightening, qui entre à plein régime, 95 milliards par mois de baisse du bilan de la Réserve fédérale américaine, plus des hausses de taux qui sont déjà embarquées et inévitables, qui auront des effets dans 6-9 mois sur l'économie américaine. Est-ce que l'idée de piloter un soft landing, est-ce que c'est encore une idée pertinente ? Enfin, est-ce que c'est un débat qui est pertinent encore à ce stade ? Ou est-ce qu'on abandonne cette question et qu'on se dit, de toute façon, il y aura comme d'habitude la hausse de taux de trop, le over-tightening, et que c'est impossible de faire autrement et qu'il y aura des dégâts non souhaités ? En Europe, la récession est là. Oui, mais même sans la BCE, il y aura une récession. C'est même pas la peine de discuter récession par récession. La politique monétaire ne change rien à la récession qui arrive. La seule question en Europe, c'est ça dure combien de temps et de quelle profondeur. C'est tout. La récession est là. D'accord. Aux États-Unis, c'est quand même, à mon avis, possible de voir soft landing. Possible, mais il faut croiser les doigts. Tous les facteurs vont dans le bon sens pour le Fed. Et donc, il faut que le Fed soit capable de rester aux alentours de 3,50 et pas monter à 4 encore plus. On ne sait pas. Ça dépend des chiffres. Ouais. Mais donc, on est otage aux chiffres en ce moment. Mais si, dans le cas que la Réserve fédérale reste aux alentours de 3,50, ça serait une très bonne nouvelle pour l'économie. C'est quand même, dans ce cas-là, c'est possible de voir un soft landing. Possible, mais pas sûr non plus. Et la profondeur de la récession en Europe et sa longueur dans le temps, vous l'évaluez comment aujourd'hui, à ce stade, avec les informations qu'on a ? Ça dépend des coûts énergétiques. J'espère que les coûts énergétiques vont baisser encore, mais sinon, 6 à 9 mois minimum. Mais pas trop sévère pour l'instant, vu le fait que le point de départ est quand même très haut pour le marché du travail, la consommation et tout. Donc, pour l'instant, on prévoit une petite récession en Europe en 2022-2023. Et ça peut changer d'ici le lendemain. Il y a l'idée, les économistes disent une récession gérable. C'est quelque chose de possible pour l'Europe. Là, je regardais chez vos concurrents Barclays ce matin, par exemple, quand même. C'est 3 trimestres de récession et c'est deeper and longer. C'est du pic au creux, 1,7 de PIB. Entre la fin du 3e trimestre et le début de la fin du 2e trimestre 2024. Sur 3 trimestres, c'est 1,7 point de baisse de PIB cumulée. Toutes les récessions se gèrent, la preuve. Finalement, toutes les récessions qu'on a eues, elles ont toutes été gérées en quelque sorte. Ouais. La situation qu'on ne sait pas gérer, c'est la situation de stagflation. C'est en gros une situation de dégradation larvée de la situation et du contexte économique avec de l'inflation, une baisse de la production et du chômage. Donc ça, par contre, les banques centrales ne veulent pas rentrer dedans. Et donc, c'est ce que j'avais effectivement à un moment donné indiqué, c'est que les banques centrales, si elles devaient choisir, elles préfèrent effectivement déclencher une récession un peu plus costaud, effectivement, donc, que ce qu'on pouvait effectivement avoir avec le cycle naturel du cycle des affaires, plutôt que de se retrouver dans cette situation où finalement on a une espèce de nouvel équilibre stable, qui est la stagflation et qui est un équilibre délétère pour l'économie. Et donc, alors, il y a plusieurs points. Il y a, premièrement, le délai, les canaux de transmission, enfin les délais de transmission de la politique monétaire, vous l'avez effectivement indiqué, il faut attendre à peu près entre 6 et 8 mois avant que les hausses de taux ne se manifestent, notamment sur le marché immobilier. Donc là, on va commencer à voir aux États-Unis les jumbo hikes, les grosses hausses de taux, commencer à se manifester finalement, mais pas avant, enfin de manière sévère. Ouais, début 2023, quoi. Voilà, début 2023. Ouais. C'est là où effectivement ça va être un peu plus compliqué. Bon, mais si effectivement le marché du travail continue finalement de se porter effectivement sur les mêmes niveaux. Là, quand on regarde effectivement le niveau de vacances d'emploi rapporté au nombre de chômeurs, c'est des niveaux qu'on n'avait jamais vus historiquement. Donc du coup, il y a peut-être des doublons dans les postes ouverts aussi. Enfin, je veux dire, effectivement, la statistique américaine est quand même assez efficace. Et donc du coup, on a une situation où donc ce délai de transmission importe. On a une Fed qui peut effectivement monter bien au-delà des taux d'intérêt, et la récession, ça se gère. Encore une fois, ça se gère, et c'est même souhaitable. En quelque sorte, aujourd'hui, les banquiers centraux ont été très clairs. On préfère effectivement avoir une petite récession,
ou une grosse récession, enfin une récession, peu importe, le mot a été lâché, plutôt que de devoir gérer cette situation de marasme, stagflationnisme. Et ça c'est très très compliqué, encore une fois. Donc je pense que dans les fonctions de réaction, aujourd'hui le message est parfaitement clair. On va déclencher finalement un ralentissement endogène de l'économie et on va effectivement on a les outils pour pouvoir le gérer. Ce qui est très important par ailleurs également de souligner, c'est que les banques centrales montent leurs taux mais ne les baissent jamais ensuite. Là où ça va devenir compliqué, c'est quand on va atteindre le plateau monétaire. Le plateau, effectivement, où les taux d'intérêt ne bougeront pas. Donc il y aura peut-être une hausse de taux qui va être en trop, mais elle va rester. Ouais. C'est ce que dit la Fed. C'est higher for longer. Mais c'est ce que nous dit l'histoire. Et effectivement, des taux, quand on regarde juste le graphique des Fed Funds depuis 40 ans, c'est exactement. Imaginez que 3 ou 6 mois après la dernière hausse de taux, on verrait des banques centrales commencer déjà à rebaisser leurs taux. C'est illusoire à ce stade. 3 mois, ça me paraît illusoire. 6 mois, c'est. D'accord, 6 mois, c'est peut-être. 6 mois, c'est peut-être, effectivement, ça pourrait être le cas. En fonction, effectivement, de la force avec laquelle l'économie ralentit. Mais c'est ce niveau, effectivement, ce plateau monétaire qui va, effectivement, à un moment donné, provoquer cette récession. Alain, il nous reste quelques minutes. Alors, si vous avez des commentaires, sinon, je reviendrai bien quand même sur l'idée de la stratégie européenne sur l'énergie. Là, bon, il y a eu des réunions des ministres de l'énergie la semaine dernière. On aura le discours sur l'état de l'Union de Ursula von der Leyen ce mercredi, avec, j'imagine, la question énergétique en bonne place. C'est un test à nouveau pour l'unité européenne. On arrive à, comme on a mis en place l'union bancaire après la grande crise financière, est-ce qu'il y a l'idée qu'on est capable de réformer la manière dont notre marché énergétique fonctionne, avec quel type d'échéance temporelle, parce que si ça prend 5 ans, ça peut être dur entre-temps. J'ai l'impression, c'est une impression qu'ils sont en train de faire passer l'idée qu'on a un problème physique d'approvisionnement. Ouais. Donc, qui n'est pas que les prix, quoi. C'est-à-dire que non, c'est ce que vous disiez tout à l'heure. Il y a encore quelques mois, les économistes disaient le prix réglera le sujet. C'est-à-dire que le gaz, on n'en manquera pas, c'est une question de prix. Là, aujourd'hui, c'est le gaz, on risque d'en manquer, en tout cas pendant quelques temps. Il peut y avoir un moment très difficile. Donc, effectivement, il y a un enjeu politique d'arriver à faire en sorte que l'Europe s'entende sur sa politique énergétique. Et moi, je crois que le deuxième message derrière ça, c'est très ESG, mais désolé, hein, c'est que on se retrouve en face, en tant que zone économique, on se retrouve en face de pays ou de gens qui ont ça sous leur coupe, hein, qui sont souverains sur ça. Et je pense que l'Europe, à un moment donné, va passer sur une forme de souveraineté de l'énergie. C'est-à-dire, comme on a eu la santé qui a été mise sous contrôle par les États, je pense que l'étape suivante, c'est quelque part l'approvisionnement et un certain niveau de prix sera pris en charge par la zone euro en tant qu'État. Donc, c'est très perturbant. Hein. On est tous autour de la table des libéraux un peu capitalistes. Oui, les forces du marché, bien sûr. Et ça, c'est quand même un énorme changement. Mais d'un autre côté, comment faire autrement avec les populations ? Et on voit les fragilités politiques en zone euro sur ce genre de sujet. Si on n'a pas d'approvisionnement ou que les prix sont trop élevés, la situation politique, elle devient absolument intenable. Donc, il y a l'idée d'un plafond à 200 € le mégawattheure, hein, c'est ça au niveau européen pour l'électricité non issue du gaz. C'est-à-dire qu'on se retrouve, rappelez-vous aussi, sur ce genre de débat qu'on avait avec vous savez, ces swaps de change, dont on voulait contrôler l'échange. On aura peut-être à un moment donné l'Europe qui va dire, écoutez, on plafonne, ça coûte tant, mais d'un autre côté, c'est pris sous contrôle par l'État. Donc ça change la donne sur les 10 ans qui viennent, parce que c'est le genre de choses, on ne revient pas en arrière. Hein. C'est-à-dire qu'à un moment donné... Quand on a créé l'administration comme ça, d'un prix... Donc il va y avoir ça sur l'énergie, et mon calcul, moi, c'est que sur l'eau, on va avoir la même chose à un moment donné. Donc voilà. Bon. Non, mais la fin du néolibéralisme, on la voit déjà dans les pays qui l'ont initié, à petite dose aux États-Unis et au Royaume-Uni. Et quelque part, finalement, pourquoi est-ce qu'on est arrivé à cette situation ? Parce qu'il y a une forme de dérégulation totale des secteurs stratégiques. Bien sûr. Et finalement, c'est pas une bonne chose. Ouais. On le voit. C'est pas une bonne chose ou c'est pas une mauvaise chose ? De quoi ? Ce que vous dites là. La dérégulation est une. La dérégulation a été excessive, d'accord. Donc revenir sur cette régulation. On ne peut pas financiariser l'eau. Enfin, à un moment donné, il faut arrêter. Il y a des contrats à terme sur l'eau. Enfin... Ouais, ça reste limité, spécifique, mais effectivement. Un mot rapide, là, je crois comprendre, en matière d'investissement, il convient de rester prudent toujours. Edmund, est-ce qu'il y a des opportunités dans le monde de l'investissement évidentes aujourd'hui ou... Évidentes ? Non. Non, mais toujours des choses à faire. Par exemple, moi, j'aime toujours les métaux précieux, parce que si jamais le dollar rebaisse, pour la première fois depuis longtemps, je pense que l'or, l'argent et les autres restent quand même intéressants, première chose. Deuxième chose, toujours les secteurs liés à l'énergie, pas seulement les compagnies pétrolières, mais aussi tout ce
ce qui est énergie renouvelable et l'efficacité énergétique, par exemple pompe à chaleur, allumage LED, les trucs évidents. Quoi. Le solaire. L'isolation. Le solaire aux États-Unis. Voilà, le solaire aux États-Unis, mais les trucs évidents, on a la technologie, ça existe toujours, c'est même pas très cher, il faut le mettre en place, c'est pour investir. Et pour l'investisseur, oui, c'est un no-brainer, quoi. Il y a pas, c'est vraiment, c'est du long terme. Voilà. C'est bien. Et en Europe, investir dans le stockage d'électricité, parce que on ne sait pas comment le stocker pour l'instant. C'est très bien avoir les panneaux solaires, mais on fait quoi avec l'électricité si on n'utilise pas? Voilà. Pour conclure, comment vous qualifiez le positionnement, là, les recommandations en matière d'investissement Plus basique, il y a le niveau des taux aujourd'hui commence finalement à être intéressant. Quand on va effectivement chercher un peu plus de duration aux États-Unis, donc on commence à reconstituer. En Europe, on parlait de l'Italie tout à l'heure, on voit que l'Italie, qui paye 4%, à un moment donné, ça se regarde, l'Italie fera pas défaut, ce n'est pas possible. Donc du coup, quand on commence à regarder tout ça, effectivement, la probabilité de voir effectivement les prix baisser, elle existe clairement, mais on est maintenant correctement dédommagé pour ça, exactement, par le niveau des taux. Et il y a beaucoup d'offres de fonds datés, donc des fonds à échéance du style on fait 6% sur 3 ans, c'est avec un risque qui est quand même pas le plus élevé possible, mais c'est pas mal pour faire un petit peu de rendement. Il y a beaucoup de fonds à formule comme ça qui se lancent à échéance en ce moment, avec des rendements effectivement qui permettent de loquer un peu de rendement, en l'occurrence, pour quelques années. Merci beaucoup, messieurs. Merci d'avoir été les invités de Planète Marché ce soir. Edmund Ching, BNP Paribas Wealth Management, Mabrouk Chetouane, Natixis ICM et Alain Pitous, Senior Advisor ESG, étaient nos invités en plateau. Si vous nous suivez régulièrement dans Smart Bourse sur Bismart, ce dont je ne doute pas, vous savez que le lundi soir, désormais, nous avons rendez-vous avec Pierre-Yves Dugas, notre correspondant américain, pour ce nouveau rendez-vous de cette saison 3 de Smart Bourse, ce quart d'heure américain. Pierre-Yves, bonsoir, bienvenue. Merci beaucoup d'être avec nous. Je le rappelle rapidement, mais vous nous apportez chaque semaine, désormais, le lundi à 17h45 en direct, rediffusé à 20h45 en replay et en podcast, bien sûr. Votre vue, votre analyse des enjeux économiques, politiques américains, la vie américaine. C'est votre vie depuis plusieurs dizaines d'années maintenant, Pierre-Yves. Et donc, comme tous les Américains, vous serez très attentif au chiffre d'inflation qui sera publié demain pour le mois d'août. Oui, avec un petit peu de chance, les chiffres seront bons, si l'on en croit le consensus. On pourrait même observer un léger recul de l'indice des prix à la consommation pour le mois d'août, une baisse de 0,1%. On se souvient qu'on avait été surpris de la stabilité du CPI, Consumer Price Index, au mois de juillet. On sait un petit peu déjà ce qu'il y a dans ce panier qui permet de calculer cet indice. On sait par exemple que le prix de l'essence a encore baissé de 9 à 10% au mois d'août. On sait que d'autres catégories de prix ont baissé, le prix des hôtels, le prix des billets d'avion, le prix des voitures d'occasion. Donc tout ça devrait faciliter une modération, voire une petite baisse de cet indice. En revanche, on sait aussi que la Réserve fédérale regarde particulièrement l'inflation sous-jacente, c'est-à-dire qu'elle retire l'effet de la baisse de l'énergie pour voir ce qui va se passer et aussi l'effet des produits alimentaires. Les produits alimentaires, ils risquent de grimper. Pourquoi ? Parce qu'il y a eu toutes sortes d'intempéries encore, la sécheresse notamment en Californie n'arrange rien, le prix des fruits et légumes a probablement encore grimpé. Donc, quand on prend tous ces éléments en compte, on risque de se trouver dans une situation où on a peut-être une légère baisse du CPI, de l'indice des prix à la consommation, mais une légère hausse du noyau dur de cet indice, ce qui nous ramènerait par exemple à ce paradoxe que l'on verrait sur 12 mois, l'inflation aux États-Unis passer de 8,5 à 8%, mais au niveau de l'inflation sous-jacente, elle passerait de 5,9 à 6. De quoi donc faire réfléchir la Réserve fédérale encore au risque d'inflation. Oui, effectivement, ce risque inflationniste, il est toujours là. Vous rappelez effectivement d'où on vient en termes d'inflation. Ça doit faire plus d'un an et demi qu'on a des chiffres d'inflation au-delà de 5% pour l'inflation globale aux États-Unis sur un an, avec un corps inflationniste qui, peut-être d'ailleurs, nous disent certains économistes, à un moment sera plus élevé que l'inflation globale elle-même. Comment est-ce que la Fed appréhende et peut appréhender cette situation, Pierre-Yves ? Alors d'abord, je crois qu'on ne le soulignera jamais assez. On sait qu'il y a de l'inflation en Europe, il y a de l'inflation en France, mais aux États-Unis, ça a été d'une grande violence. Le fuel domestique, en juillet, affichait quand même une augmentation de 76%.
L'essence, en dépit de sa forte baisse au mois de juillet, avait quand même encore gagné 44% sur 12 mois. Les produits alimentaires consommés à la maison, les repas que vous allez préparer vous-même pour ne pas aller au restaurant parce que votre pouvoir d'achat diminue, vous faites donc des économies, plus 13,1%. Tout ça a traumatisé le consommateur américain dans un contexte où son pouvoir d'achat a reculé de l'ordre de 3 à 4%. Alors, que va faire la Réserve fédérale? Mon impression, je ne suis pas plus dans le secret des dieux que les autres, mon impression, à écouter et à lire de près ce qu'ont dit les différents gouverneurs de la Fed au cours des derniers jours, est que leur opinion dans l'ensemble est fixée et que la plupart d'entre eux sont favorables à un relèvement de taux de 75 points de base, comme cela a été fait fin juillet et mi-juin. Pourquoi? Je crois que le gouverneur Christopher Waller, qui avait été nommé par Donald Trump et qui passait plutôt pour être une colombe, a bien résumé les choses la semaine dernière. Il a dit, écoutez, nous avons un double mandat. Le mandat de l'emploi maximum dans le cadre de la stabilité des prix. L'emploi maximum, nous l'avons aujourd'hui, avec un taux de chômage, c'est vrai, qui est légèrement grimpé au mois d'août, mais à 3,7%, on est toujours en quasi plein emploi. On sait qu'il y a plus de 11 millions d'offres d'emploi qui ne sont toujours pas pourvues. En revanche, du côté de la stabilité des prix, on n'y est pas du tout. Il faut donc profiter de la bonne santé de l'embauche, manifeste en juillet et manifeste au mois d'août, avec de fortes embauches, pour relever encore le plus rapidement possible les taux directeurs et combattre l'inflation, parce que on sait qu'aujourd'hui, on est à 2,50 au maximum dans les Fed Funds, qui est le principal taux directeur de la Fed. 2,50 avec un taux d'inflation de l'ordre de 8%, c'est très très peu. Au minimum, tout le monde s'entend à peu près pour dire qu'il va falloir aller jusqu'à 4. Donc, ne perdons pas de temps, écrasons le risque d'anticipation inflationniste, écrasons-le maintenant. Maintenant que le marché de l'emploi est encore en bonne santé, profitons-en, frappons fort avant d'atteindre ce plateau dont vous parliez tout à l'heure, qui sera probablement autour de 4%. Et à ce moment-là, on verra en janvier, février, un petit peu comment se comporte l'inflation. Est-ce que cette stratégie de front-loading, comme on l'appelle, Pierre-Yves, permet de laisser espérer encore l'idée d'un soft landing? Et le gouverneur que vous citez, Chris Waller, je crois, estime que c'est encore possible, quand bien même il juge nécessaire de faire encore 75 points de base pour le prochain meeting du 21 septembre. Écoutez, moi je réfléchis beaucoup, je n'ai jamais connu de soft landing. Je suis arrivé à Washington en 83, je me souviens du moment où Paul Volcker a quitté la Fed, qu'il a été remplacé par Alan Greenspan. C'est à partir de ce moment-là qu'on a commencé à parler de soft landing. Les soft landing, c'est rarissime, c'est rarissime. Ce qui est très difficile quand on dirige une banque centrale, c'est d'annoncer qu'on souhaite une récession pour casser l'inflation. D'ailleurs, le mot récession est soigneusement évité par les gouverneurs de la Banque centrale. Le mot soft landing en lui-même est un euphémisme. Je crois que, bien entendu, ils vont tout faire pour éviter la récession, mais que tant qu'on est dans une situation où l'inflation est si forte et l'emploi se porte finalement assez bien, avec un taux de chômage de 4, 4,5%, 5%, si l'inflation tombe à 2 ou 3%, c'est bon. Si on a encore une inflation qui reste sticky, qui continue de coller, qui continue d'être trop élevé, il va falloir accepter une récession plus difficile. On n'en est pas là, mais nous en reparlerons certainement régulièrement. Ce qui va être intéressant à observer, c'est désormais la mécanique immobilière qui se met en marche. Il y a toujours beaucoup d'inertie, de lag dans le marché immobilier, dans les prix de marché immobilier. Là, ça y est, on commence à le voir à travers le monde dans les zones les plus tendues. Et aux États-Unis, on commence à voir le refroidissement du marché immobilier. Qu'est-ce qu'on peut en dire? Ça va sans doute continuer, j'imagine, Pierre-Yves. Dans quelle mesure est-ce que le traumatisme immobilier de la grande crise financière peut ou non revenir sur le devant de la scène? La transmission de la politique monétaire sur la réalité des taux d'intérêt dans le secteur immobilier est assez rapide. Les taux immobiliers effectifs qui sont payés par les emprunteurs aujourd'hui, le marché américain est essentiellement un marché hypothécaire, ont doublé en un an.
Sur un taux à 15 ans, aujourd'hui, on est à 5%. Sur un taux à 30 ans, on est à 6%. C'est 2 fois plus qu'il y a un an. Que s'est-il passé au cours des 10 derniers mois? Nous venons de connaître 6 mois consécutifs de recul du nombre de reventes de maisons anciennes. Et pour la première fois depuis longtemps, le mois dernier, en tout cas le mois dernier en termes de résultats tombés, c'est-à-dire en juillet, le prix médian des maisons revendues a commencé à baisser. À San Francisco, je sais où vous rêvez de vous acheter une hacienda sur Pacific Heights, par exemple, le prix a baissé. San Francisco est la ville la plus chère, la plus invraisemblable, où les prix ont atteint des niveaux stratosphériques. Le prix médian d'une maison individuelle à San Francisco en juillet a reculé de 7% par rapport à l'année dernière. On est toujours à 1,4 million, rassurez-vous. Et ça peut aller beaucoup plus loin encore, Pierre-Yves? Oui, ça peut aller beaucoup plus loin parce que la Fed n'a pas terminé de relever ses taux. Et tout ce qui a favorisé l'euphorie immobilière depuis 2008, depuis qu'on est sorti de cette terrible crise immobilière dont nous parlions avec vos invités tout à l'heure, tous ces éléments sont en train de tomber les uns après les autres. Détérioration de l'effet de richesse. Les Américains se sentent moins riches parce que leur portefeuille boursier a baissé. Détérioration du pouvoir d'achat des Américains avec le dollar qui leur amène moins de valeur qu'avant. Et destruction de leur pouvoir d'achat. Donc, dans ces considérations-là, il devient difficile d'être optimiste pour le marché immobilier. Personne ne va verser de larmes, toutefois, parce que le marché a tellement monté. Les prix sont allés tellement haut, en particulier dans la foulée du déconfinement, où beaucoup de gens ont repensé leur manière de vivre et ont décidé de quitter des logements étroits pour s'éloigner davantage des centres-villes pour habiter dans des maisons plus grandes. Cet effet-là aussi est en train de disparaître. Il avait favorisé la demande de logement au cours des derniers mois et c'est en train de se calmer. Le marché immobilier va être compliqué au cours des prochains mois. Pour le moment, ça n'est pas dramatique, mais ça commence à se sentir. Vous savez, dans les conversations des Américains, de quoi parle-t-on? L'immobilier, quand les gens sont propriétaires de leur maison, c'est leur principal actif. C'est avant tout avec cela qu'ils mesurent leur richesse. Et le capital qu'ils détiennent dans la valeur de leur maison peut leur servir en gage pour emprunter davantage, par exemple pour financer les études de leurs enfants. Dès qu'on voit que la valeur de sa maison sur le marché baisse, même si on n'a pas l'intention de la vendre, ça change les habitudes de consommation. Merci beaucoup Pierre-Yves. L'inflation américaine, donc le chiffre qui sera publié ce mardi 13 septembre à 14h30 avant la prochaine réunion de la Fed la semaine prochaine, les 20 et 21 septembre. Pierre-Yves Dugas, on vous retrouve alors ce soir, je le rappelle, effectivement 20h45 rediffusé sur Bismart TV. Le quart d'heure américain qui est à retrouver en replay sur bismart.fr et en podcast sur l'ensemble de nos plateformes. Et on se retrouve donc lundi prochain avec vous, Pierre-Yves Dugas, avec plaisir, en visioconférence avec nous une fois par semaine pour ce quart d'heure américain, notre correspondant américain pour cette saison 3 de Smart Bourse sur Bismart. Smart Bourse vous a été présenté par Tikeo Capital.